Merci Laurie. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Ma présentation de cette année fait suite à celle que j'avais fait l'année passée, où est-ce que, je venais de vivre une chirurgie pour une tumeur cérébrale. Pour ceux qui n'étaient pas présents, je vais faire un petit récapitulatif. Et pour ceux qui étaient là, vous allez reconnaître certains passages et puis certaines images qui sont là. C'est ça. Je commence ma présentation avec une déclaration de non-responsabilité. Contrairement aux spécialistes qui sont venus vous parler plus tôt ce matin, je suis pas une spécialiste de la santé. Donc, juste pour vous dire que ce qui va être présenté ici, c'est pas destiné à vous faire un diagnostic, à vous traiter, à vous soigner ou prévenir vos maladies. C'est vraiment un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, l'introduction. Je suis la fille d'un père qui a eu un diagnostic de tumeur cérébrale, donc un glioblastome multiforme, en juillet 2010, donc il y a de cela 13 ans. Et puis, je suis moi-même survivante d'une tumeur cérébrale, un méningiome, pour lequel j'ai eu un diagnostic en août 2021 et pour lequel j'ai été opérée en mars 2022. Donc, je vais commencer par vous parler par mon père. Mon père, c'est ça, en juillet 2010, avait été diagnostiqué d'un GBM, donc un glioblastome multiforme, au lobe temporal gauche à l'âge de 67 ans. C'était quelqu'un qui était en très grande forme, faisait beaucoup d'exercices, faisait attention à sa santé, avait un poids santé, et il a commencé à ressentir des symptômes qui étaient inhabituels. Donc, la fatigue, il y avait de la difficulté à entendre, la vision qui était trouble, et puis tous ces symptômes-là, lui attribuait ça à l'âge. Donc, il se disait, bon, je suis dans la soixantaine, donc c'est probablement des symptômes qui sont normaux d'avoir. Et puis, ce qui était le déclencheur de sa visite chez le médecin et puis ensuite qui a amené le diagnostic de glioblastome, c'était l'aphasie. Donc, il y avait beaucoup de difficultés à parler, n'utilisait pas les bons mots. Ça a levé des drapeaux. Et puis, suite à ça, s'est présenté, est allé voir son médecin, s'est présenté aux urgences. Et puis, on lui a fait un scan qui a confirmé qu'il y avait une tumeur au cerveau. Suite à ça, on lui a fait une biopsie. La tumeur était sur le lobe temporal gauche. D'où ce qui amenait là, tous les symptômes là, que je vous ai énumérés, donc aphasie, difficulté à entendre, fatigue. Donc, la biopsie a confirmé que c'était vraiment un GBM. Et puis, là, le diagnostic est tombé, c'était incurable. On lui donnait jusqu'à 1 an pour 1 an à vivre. Et ça, c'était avec un bon pronostic et puis avec des traitements, donc radiothérapie, chimiothérapie. Donc, mon père a fait ces traitements-là, a mal réagi à la chimiothérapie, donc a arrêté les traitements et puis a été hospitalisé et ensuite est allé dans une maison de soins palliatifs pour un décès en octobre 2010, donc 3 mois après le diagnostic. À ce moment-là, moi, j'avais beaucoup de questionnements parce que je l'ai accompagné dans tout ça, là, du diagnostic jusqu'au décès. Et puis, je me disais, est-ce que c'est héréditaire? Et puis, on m'avait confirmé que non. Le glioblastome, on ne savait pas l'origine de ça, pourquoi certaines personnes en faisaient. Mais c'est ça, on m'avait dit, il n'y a pas, il y a pas de règles à suivre. Vous continuez de vivre normalement et c'est pas quelque chose d'héréditaire. Donc, pour moi, je me suis dit, le risque que j'aille une tumeur cérébrale, parce qu'à ce moment-là, je connaissais peu les différences entre les types de tumeurs cérébrales, donc glioblastome, méningiome, gliome. Pour moi, ça rentrait tout dans le même bateau. Donc, je me suis dit, il est peu probable que j'aille ce genre de diagnostic-là. Donc, entre le décès de mon père jusqu'en 2018,
J'avais pas aucun symptôme. Je menais ma vie normalement. Et puis, au mois de décembre 2018, j'ai commencé à avoir des maux de tête, pression dans la tête, étourdissement, euh, tangage. Donc, je marchais et puis je me sentais instable. J'avais des maux de cou. Je voyais beaucoup de points noirs dans mon champ de vision. J'étais fatiguée. J'avais de la difficulté à me concentrer. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Je fais un travail qui demande quand même beaucoup là, au niveau cérébral. Et puis, j'avais de la difficulté à me concentrer. Donc, ça occasionnait plus de fatigue. J'avais tendance à dormir davantage. Puis, j'en avais parlé avec mon médecin de famille. Puis, ce qu'on me disait, c'est que, bon, c'était du surmenage. C'était aussi des symptômes de préménopause. Donc, tout semblait rentrer dans la normale et puis on m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que ça ne pouvait pas être une tumeur cérébrale parce que j'avais posé la question. Donc, selon les probabilités, c'était peu probable que j'ai une tumeur au cerveau, mais je n'avais pas fait de test à ce niveau-là, donc pas de scan, pas d'IRM. Donc, par la suite, durant le printemps et été 2021, donc on est en pleine COVID, je me retrouve avec des symptômes inhabituels. Donc, plus étourdie que d'habitude, beaucoup de difficultés à marcher. Donc, moi qui étais habituée là, de faire de l'exercice physique, de prendre des marches, marcher 3 km, 5 km par jour, j'étais plus capable de le faire, je me sentais étourdie. Donc là, je me demandais, est-ce que c'est quelque chose dans mon alimentation? Est-ce que j'ai attrapé la COVID? Donc, j'avais tous ces questionnements-là. Et jusqu'à un moment donné où j'étais plus capable de me tenir debout, mes jambes étaient sur le point de lâcher, j'étais au supermarché et puis si j'avais pas eu mon panier d'épicerie, je pense que bon, j'aurais pas pu tenir. Donc, je me suis rendue à l'urgence de l'hôpital. J'ai parlé de mes symptômes à l'urgentologue. Lui, son réflexe a été de me faire passer un scan. Et donc, suite au scan, le diagnostic est tombé. Donc, c'était un vendredi soir à passé 22 heures. Et puis, le diagnostic, c'était un méningiome de 2,3 cm au lobe frontal, près du sillon olfactif. Donc, à ce moment-là, quand on m'a annoncé le diagnostic, on m'a dit c'est gros comme une balle de golf et puis c'est situé au milieu de ta tête avec le signe. Donc, je peux vous confirmer que cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Et là, on m'a dit, bon, retourne chez toi, reviens demain, tu vas rencontrer un neurologue qui va t'expliquer ton diagnostic plus en détail, et puis on va te faire un IRM. Donc, ça a confirmé, l'IRM a bien confirmé, j'avais un méningiome de 2,3 cm. Donc, le lobe frontal, ce que c'est. Parce que là, suite à mon diagnostic, j'ai fait des petites recherches. Et puis, le lobe frontal, bon, ça le dit, c'est en avant du cerveau. On a une belle image ici que je vous présente qui provient du livre de Dr. Fortin. Le lobe frontal, bon, c'est responsable de toute la coordination motrice. C'est aussi ce qui contrôle les mouvements de la tête, la mastication, déglutition. Et c'est aussi tout ce qui est relatif au cognitif. Donc, la mémoire, la prise de décision, créativité, raisonnement. Donc, ça se situe à l'avant au lobe frontal. Donc, suite à ma visite à l'urgence et au diagnostic, j'ai rencontré un neurochirurgien qui m'a expliqué que, bon, éventuellement, ce qui pouvait arriver avec ma tumeur, en plus des symptômes que j'avais, il pouvait avoir des problèmes cognitifs. Mais ça, c'était vraiment quand la tumeur prenait de l'ampleur. Donc là, pour l'instant, elle était de 2,3 cm. Et c'était pas le moment de t'alarmer tout de suite. Mais quand même, il y avait des symptômes. Donc, moi, j'ai poursuivi mes recherches. Donc,
tantôt, on disait, bon, Internet, on peut plus ou moins se fier aux différentes informations qu'on trouve. Dans mon cas, bon, j'ai trouvé beaucoup d'informations, bon, c'est certain que je regardais mes sources. Donc, il y avait le site du Johns Hopkins qui présentait là, quand même ce que c'était des méningiomes, et puis tout dépendant de l'endroit où c'était situé, ce que ça pouvait amener. Donc, j'ai cherché spécifiquement par rapport au méningiome olfactif, donc ce qui me touchait moi. Et puis, ce qu'on avait dit par rapport à ça, ce qu'on trouvait là, comme information, c'était que c'était prédominant chez les femmes, que les maux de tête pouvaient être des symptômes révélateurs, c'était très fréquent. Il pouvait avoir une baisse de l'acuité visuelle, des troubles du comportement, perte de l'odorat et éventuellement des crises d'épilepsie. Donc, après avoir lu ça, bon, oui, je me sentais très concernée et je me sentais alarmée par rapport à ça. Donc, quand j'ai rencontré le premier neurochirurgien, ce qu'on m'a mentionné, c'était qu'on devait attendre, qu'on ne prenait pas de décision tout de suite, qu'il fallait faire un suivi dans quelques mois, mais que pour l'instant, on ne parlait pas de chirurgie, malgré les symptômes là, que j'avais, comme je vous disais, difficulté à marcher, à me tenir debout, pression dans la tête. Donc, j'étais très inconfortable avec l'attente. Bon, ça me troublait, beaucoup de difficultés à dormir. J'avais des doutes par rapport à l'exactitude du diagnostic. Et puis, je me demandais, je dis, bon, c'est quoi les autres options? Je peux pas juste continuer à vivre puis attendre comme ça que la tumeur progresse. Je veux en savoir plus. Donc, j'ai fait, comme je disais tantôt, là, plusieurs recherches sur Internet. Je suis allée voir le site de la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales qui m'a vraiment expliqué ce que c'était les différentes tumeurs, les traitements. Donc, l'information était très complète à ce niveau-là. Il y avait aussi un groupe de discussion via Facebook qui était tenu par la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, donc autant en français qu'en anglais. Donc, j'ai joint ces groupes de discussion-là. Je suis allée voir les sites d'information sur les méningiomes, donc, comme je disais tantôt, Johns Hopkins, la clinique Mayo, le National Library of Medicine, qui avait beaucoup d'informations, des recherches. Et aussi, ben, je suis tombée sur des témoignages, donc des gens plus ou moins connus qui avaient vécu une tumeur au cerveau, qui avaient vécu par la suite la chirurgie. Donc, j'ai regardé, j'ai lu par rapport à ces personnes-là. Et puis, ben, moi, ça m'a beaucoup aidé. Les groupes de discussion, dans mon cas, ça me rassurait d'échanger avec d'autres personnes qui avaient vécu la même situation et puis qui avaient eu de la chirurgie. Donc, je voyais que ces personnes-là, après la chirurgie, avaient une vie normale. Donc, ça me rassurait beaucoup. Comme je disais, bon, des témoignages de personnes plus ou moins connues qui voulaient partager leur histoire. Donc, j'ai mis ici les liens si certains d'entre vous sont intéressés. Il y a, bon, Kelly Stafford qui a un très bon témoignage et puis qui a même des vidéos sur l'après-chirurgie. Donc, on va en reparler tantôt, mais je trouvais vraiment très bon là, les extraits qui avaient été faits. Donc, vraiment, là, quand quelqu'un se réveille d'une chirurgie, les jours qui suivent, comment ça se passe. Ensuite, il y a le docteur Evan Nock, qui est un neuro-oncologue, qui est aussi survivant d'un urinome acoustique. Donc, il y a eu un article dans le Huffington Post et puis il y a aussi un podcast qui a été retranscrit sur le magazine Brain and Life. Donc, si ça vous intéresse, il explique vraiment là, comment on se sent le avant, je vais vous dire le pendant chirurgie, là, mais je vous dirais dans les heures qui précèdent la chirurgie, les heures qui suivent, et puis par la suite, là, comment on se sent dans les jours qui suivent la chirurgie. Donc, je suis partie avec mon bagage et mes outils, principalement Internet, principalement les discussions que j'avais eues, les brochures de la Fondation des tumeurs cérébrales. Et puis,
j'ai voulu demander un deuxième avis auprès d'un neurochirurgien qui était spécialisé dans les tumeurs à la base du crâne. Parce qu'avec mes recherches, ce que j'ai appris, c'est que le genre de tumeur que j'avais, on appelait ça une tumeur à la base du crâne. Donc, c'est où est-ce que le cerveau tourne. Donc, je me suis préparée à la rencontre. Donc, j'avais fait une liste de mes symptômes. Je m'étais renseignée au préalable sur le diagnostic que j'avais. J'avais fait ma liste de questions. Euh, pendant la rencontre que j'ai eue avec le deuxième neurochirurgien, j'ai pris des notes, j'ai demandé des clarifications, j'ai demandé le pourcentage de risque. Donc, je suis arrivée et j'étais préparée. Donc, pendant le moment d'attente, parce que là, suite à ma deuxième consultation, au deuxième avis, c'est sûr qu'on n'opérait pas tout de suite. Il y avait un délai. On est en contexte de COVID. Donc, il y a certaines listes d'attente. Donc, il faut apprendre à vivre ces moments-là. Donc, de quelle façon on gère la tristesse, l'anxiété, les émotions négatives. On a eu une psychologue qui est venue nous parler tantôt. Donc, elle nous a donné des trucs. Mais quand on le vit nous-mêmes, de quelle façon on peut arriver là, à vivre notre quotidien. Donc, dans mon cas, bon, j'avais contacté le programme d'aide aux employés de l'organisation pour laquelle je travaille. Et bon, on m'avait mis en contact avec une psychothérapeute qui m'avait donné des trucs, qui m'avait recommandé des lectures. Et bon, pour se détendre, parce que bon, dans l'attente comme ça, on vit, on vit plus de stress, plus d'anxiété. Donc, j'ai fait de la méditation, je me suis mis au coloriage thérapeutique, j'ai fait de la lecture. Je vous dirais que je faisais des lectures faciles parce que j'avais un problème de concentration. Donc, tout ce qui était lecture qui demande plus d'attention, j'avais énormément de difficultés. Donc, quand je dis lecture, c'était des textes plus faciles, des textes plus courts, des magazines. C'est d'écouter de la musique, c'est de regarder un film, c'est faire de la marche si vous en êtes capable, c'est de faire de la natation, faire de l'aquaforme. Donc, c'est vraiment de faire des activités de détente. Puis, de ne pas hésiter à en parler à nos proches. Donc, famille, amis. Pour moi, ben, de par ma personnalité, j'avais besoin d'en parler et j'avais besoin d'échanger par rapport à ce que je vivais. Donc, ici, j'ai mis le mantra qui provient de l'histoire La chasse à l'ours. Donc, je vous ai mis le vidéo YouTube. C'est une comptine pour les enfants, mais qui peut s'appliquer à tout le monde. Donc, pour moi, c'est devenu mon mantra. C'est que le diagnostic que j'avais, ben, j'avais pas le choix de l'affronter. Donc, ce que je me disais, c'est bon, on ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à l'affronter. Donc, c'est une survivante qui avait partagé cette mantra-là avec moi et puis je l'ai bien aimé, puis c'est quelque chose que je me suis répété plusieurs fois dans ce qui a précédé ma chirurgie. Et puis, je vous dirais que maintenant, post-chirurgie, c'est encore quelque chose que je me répète. Ce mantra-là s'applique à plusieurs situations de la vie. Donc, ici, bon, quatrième moment clé, la chirurgie. Donc, de mon côté, ça s'est passé le 17 mars 2022. Je suis allée à l'hôpital, je me suis fait opérer à l'hôpital général juif. Donc, pour ceux qui sont de Montréal, vous allez être familière avec ce centre hospitalier. Donc, je suis arrivée la veille de l'hôpital, on m'a fait un scan et puis la chirurgie avait lieu le lendemain matin. Donc, de mon côté, j'étais positive face à cette chirurgie-là. Je le voyais vraiment comme ce qui était pour régler mon problème et puis ce qui m'amènerait à passer à autre chose dans la vie. Donc, j'avais fait beaucoup de méditation préalablement à la chirurgie pour me préparer.
Et puis, je vous avouerai que ça m'a beaucoup aidé, surtout dans les heures et les minutes qui ont précédé la chirurgie. Donc, c'est ça, 17 mars 2022, craniotomie bifrontale. Donc, pour être plus spécifique, craniotomie bifrontale, c'est on coupe d'une oreille jusqu'à l'autre. Donc, c'est une grande incision. Et puis, par la suite, on ouvre au niveau du front. Donc, c'est une chirurgie de 9 heures. Au réveil, ben, c'était un grand bonheur, c'était un soulagement. J'étais contente que ce soit passé. Et là, je me disais, on passe à d'autres choses, on reprend nos forces et puis la vie continue. Donc, cette photo-là que vous voyez, c'était de 12 heures après la chirurgie. Donc, c'est le lendemain matin. Je me suis fait opérer le 17 mars, donc ça, c'était le 18 mars au matin. Donc, par la suite, bon, convalescence de 3 mois. J'ai passé 5 jours après ma chirurgie à l'hôpital. Bon, vous voyez la photo, ça c'était le 3e jour après ma chirurgie. La convalescence, bon, c'est ça, c'était les 5 premières semaines qui étaient difficiles. J'avais de la médication. Bon, pour ceux qui sont passés par là, c'était le Décadron. Donc ça m'empêchait de dormir. J'ai eu bon, de la fatigue. Donc, quand je dis fatigue, encore là, ceux qui sont passés par là vont comprendre. Pour moi, c'était l'activité de ma journée, c'était prendre ma douche. Donc, après ça, j'étais trop fatiguée pour faire autre chose. C'était de la faiblesse. Et encore là, j'avais peu de concentration. Et ça, c'est quelque chose qui me faisait peur. J'avais peur que ça revienne pas. Heureusement, au bout de 5 semaines, j'ai senti que ma concentration revenait peu à peu. Et puis, pour moi, les tests ultimes, ça a été de faire de la lecture. Juste avant ma chirurgie, je m'étais procuré le dernier Louise Pennet et puis je le regardais à tous les jours et je disais, quand je vais être capable de me concentrer, je vais faire la lecture. Et puis, au bout de 5 semaines, en 3 jours, j'ai passé à travers le livre. Donc, là, j'étais contente. Je me disais, OK, j'ai atteint mon but. Au niveau faiblesse, ben encore là, c'est le temps de retrouver nos énergies. Donc, pour moi, c'était de faire des exercices peu à peu. Donc, à chaque jour, je prenais une marche et puis j'essayais tout le temps d'en faire plus. Sur mon parcours, je visais les bancs et puis je me disais, bon, ben demain, tu vas te rendre à l'autre banc. Donc, après ça, c'était le banc suivant. Donc, pour moi, c'était comme la façon de me dire, il y a une évolution. Puis, ma récompense, ben, c'était avec des bonbons. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sucré. Donc, quand j'arrivais à atteindre le banc, je disais, OK, j'ai le droit à mon bonbon. Euh, Au niveau de ma convalescence, encore là, bon, c'est important de souligner que j'ai eu le support de mes proches, donc mon mari, ma mère, qui ont toujours été là avec moi au niveau des tâches quotidiennes. Bon, je pouvais compter sur eux pour les repas, pour tout ce qui était là, tout ce qui était tâches. Donc, c'était un gros plus. Et c'est ça, peu à peu, c'était la reprise des activités. On voit ici quelques photos de l'évolution. Donc, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut être patient, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il faut accepter qu'on a eu une chirurgie majeure et puis que ça va revenir, mais il faut se donner le temps. Donc, peu à peu, je faisais de la marche, de la baignade, du vélo après 3 mois. Donc, la photo que vous voyez sous le pont Champlain, c'était 3 mois après la chirurgie. Et puis, c'était l'adoption de mon chien. Peu à peu, la vie reprend son cours. C'était un retour au travail après 3 mois aussi. Un retour, c'est ça qui s'est fait progressivement, puis qui s'est quand même bien passé parce que là, je reprenais une certaine vie normale.
Donc, le 6e moment, ben, c'est ça, c'est après le diagnostic, après la chirurgie, après la convalescence, ben, c'est simplement d'apprécier la vie. C'est pour moi, ce que ça a amené, ce diagnostic et cet épisode-là de ma vie, ben, c'est de mieux se comprendre, de mieux s'écouter, d'apprécier les choses que souvent on prend pour acquis. Donc, je lisais récemment de quelqu'un qui avait eu un accident majeur, qui est hospitalisé plusieurs semaines. Puis, ce que cette personne-là mentionnait, c'est que simplement faire la vaisselle, c'est quelque chose qui peut amener un bonheur parce qu'on se dit, je vis une normalité, je suis vivant et puis je suis capable de le faire. Donc, c'est ça que ça m'a amené aussi, c'est de revoir la direction de notre vie. Quand on a un diagnostic comme ça, ben, nos priorités changent et puis je pense qu'on s'écoute davantage. Donc, c'est la citation que je vous mets en haut, c'est bon, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Donc, suite à ce diagnostic-là, ça nous donne une force. Ici, je vous ai mis quelques lectures qui m'ont aidé à mieux comprendre tout ce qui se passe, là, du diagnostic jusqu'à la chirurgie, après chirurgie. C'est des ouvrages qui m'ont amené à certaines réflexions. Donc, je vous en ai mis 4 ici. Il y a les 2 premiers, c'est les livres de Dr. Fortin. Le premier qui est plus technique, donc qui explique vraiment le fonctionnement du cerveau, des neurones, tout ça. Tandis que les saisons du cerveau, c'est plus une réflexion, il y a des anecdotes. Donc, c'est ça, c'est 2 bons ouvrages. Après ça, les 2 autres que je vous ai mis, il y en a un qui est d'un neurochirurgien anglais. Donc, il raconte des histoires, bon, la vie, la mort, les tumeurs au cerveau. Et le dernier, c'est un humoriste américain qui a une tumeur au cerveau qui a été diagnostiquée début des années 2010 et puis sa tumeur n'est pas opérable. Donc, il en parle dans son livre, puis il y a quand même un ton humoristique par rapport à ça. Donc, je vous ai mis la référence. Et puis, ben, c'est ça, je voudrais, avant de terminer, je voudrais remercier mon époux, ma mère qui ont été présents tout au long de cette épreuve-là, qui m'ont soutenu en continu. Donc, du moment que j'ai eu le diagnostic, pendant la convalescence, l'après. Donc, ils ont toujours été là pour moi. Aussi, ben, je veux souligner mes amies survivantes. Donc, que j'ai rencontré pendant cet événement-là de ma vie. Donc, Milda, Rebecca, Catherine, Daniel, Edith et toutes les autres qui m'ont encouragée, qui m'ont supportée. Mes amis et mes proches. Ensuite, bon, le personnel de l'hôpital général juif de Montréal, bon, particulièrement le docteur Di Maio qui a fait la neurochirurgie. Ensuite, bon, les docteurs David Fortin, Ian Sook, qui m'ont permis d'utiliser les illustrations dans la présentation. Je voudrais remercier aussi tous les chercheurs dans le domaine des tumeurs cérébrales et puis la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales qui fait un excellent travail et puis qui sont là pour vraiment là, nous aider du moment qu'on a un diagnostic. Donc,